Vas-y, maintenant tu peux biper. De drogue, À 2 doigts de la zone. de l'IST, Crade, un peu gore. beaucoup de liquide corporel, C'est de la perversion, voilà, de la grosse perversion. une mouche à merde. De la pisse et du vomi. C'est pas bon pour le référencement YouTube, ça. On commence par le film Shock Corridor de 1963, réalisé par le réalisateur Samuel Fuller. Johnny Barrett, journaliste ambitieux, rêve de décrocher le prix Pulitzer. Pour y parvenir, il se fait passer pour fou et se fait interner dans un hôpital psychiatrique afin d'enquêter sur un meurtre non résolu survenu dans l'établissement. Aidé par sa compagne Cathy, stripteaseuse qui se fait passer pour sa sœur et coachée par un psychiatre, Johnny simule des troubles mentaux pour être admis. Au cœur du couloir central de l'asile, il doit affronter les névroses et psychoses des patients pour découvrir la vérité. Mais plus son enquête avance, plus la frontière entre simulation et folie s'estompe jusqu'à menacer sa propre santé mentale. Samuel Fuller, le réalisateur, qui est un ancien reporter de guerre, a une dent un peu contre les États-Unis et ça s'est ressenti tout au long de sa filmographie. Et c'est encore le cas avec ce film, Shock Corridor, qui nous plonge dans un asile. Je ne sais pas si on peut appeler ça un établissement pour personnes dérangées mentalement. À l'époque, on disait asile. Et dans lequel, justement, un personnage sain d'esprit, journaliste, tente de résoudre un crime en se faisant passer pour fou. Pourquoi il est inclassable? Alors, je vais te donner mon avis, après Greg, je pense, va rebondir. C'est que quand on regarde le film, on ne sait pas exactement comment le film est catégorisé. On ne sait pas si on est dans un policier, avec le côté enquête, avec un drame un peu social par rapport à l'époque où les gens qui étaient internés n'étaient pas spécialement bien traités. Et il y a des passages qui, moi, personnellement, m'ont fait sourire de par l'absurdité, de par la folie de certains des patients. Ouais, je pense aussi que le fait que le réalisateur nous amène un peu dans la folie du personnage, comme le personnage au fur et à mesure évolue et commence à être un peu perdu dans cette folie-là, ça amène ce côté inclassable, je pense. Ensuite, il y a la façon dont c'est le traitement du film, comme le fait, par exemple, c'est un film en noir et blanc, parce qu'on l'a pas dit, mais il y a quelques passages qui sont en couleur. Donc ça, c'est un choix assez spécial pour l'époque aussi, qui amène ce côté un petit peu inclassable. Et le fait qu'il y ait eu un budget très limité, le film est beaucoup en studio, donc il y a un côté très enfermé, il y a des plans très serrés, donc il y a une sorte de folie que Samuel Fuller essaye de faire ressortir et qui rend le film comme disait Vianney, on peut être sur une enquête policière, en même temps le côté folie amène une autre touche. Donc voilà, c'est le côté un peu inclassable, surtout à l'époque où c'était un film qui était quand même très différent de ce qu'on pouvait voir à l'époque. Oui, il faut savoir que dès le début du film, on est pris par l'histoire, dans le sens où la femme du journaliste qui est interné se fait passer pour sa sœur, qui aurait subi justement des attouchements de son frère, qui est en fait son mari. Et donc, c'est de par cette histoire que le personnage, déjà, est interné. Et il faut savoir que, parce que ça donne un petit indice quand même sur le style du film, le film a inspiré Martin Scorsese pour Shutter Island, ceux qui ont vu Shutter Island. Donc voilà, le côté un peu fou, un peu bizarre a inspiré. On retrouve, alors même si il a jamais parlé de ce film-là, je trouve qu'on retrouve un peu de Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman. Il y a quelque chose de Vol au-dessus d'un nid de coucou, même si Vol au-dessus d'un nid de coucou était inspiré d'un autre livre, mais je trouve qu'il y a quelque chose qu'on retrouve. Oui, ce qui est intéressant, c'est que le personnage principal, qui est sain d'esprit, doit aborder certains des patients qui ont une importance dans son enquête journalistique et qui doit se caler par rapport déjà à leur niveau mental et puis aux surveillants qui veulent lui donner un traitement parce qu'il se fait passer pour fou. Et donc, il y a tout un côté qui met un peu la pression, je trouve, tout au long du film, quand on suit le personnage. Alors du coup, l'intérêt aussi du fond du film, là on va aller un peu plus sur le fond, c'est la critique de la dualité qu'on peut retrouver chez les Américains à l'époque, bon, à mon avis toujours un peu maintenant, mais voilà. Puisqu'en fait, le personnage dans sa folie, qui l'amène à la folie en tout cas, c'est qu'il rencontre des gens qui sont hyper dans les extrêmes en fait, ce qui est pour Samuel Fuller, ce qui représente les États-Unis. Donc on rencontre un noir qui se dit faire partie du Ku Klux Klan, on a un militaire américain qui se dit être communiste, voilà, on a des gens, on est sur deux extrêmes. Et ça amène ce grain de folie aussi, où il se retrouve dans un milieu qui est hyper étrange, avec des gens qui sont dans des opposés de ce qu'ils sont vraiment. Et voilà, et c'est cette petite touche aussi qui rend le film un peu différent de ce qu'on peut voir. Il faut savoir que, comme disait Vianney, Samuel Fuller a également, souvent dans sa carrière, critiqué les États-Unis.
Et je voulais juste citer, en fait, il y a un autre film qu'il a fait sur le racisme que j'avais bien aimé quand je l'avais vu ado, qui s'appelle Dressé pour tuer, et qui est en fait l'histoire d'une jeune fille qui récupère un chien et qui se rend compte que le chien, en fait, a été éduqué pour attaquer les Noirs. Donc voilà, et Samuel Fleur est toujours dans ce genre de choses où, oui, en plus d'ailleurs, c'est un chien blanc, un chien très blanc. Et donc c'était également aussi une critique. Donc à chaque fois, il fait des critiques assez violentes sur les États-Unis, ce qui lui a valu des problèmes d'ailleurs dans sa vie. Et dans ce film-là, bah, voilà, il part là-dessus, mais en utilisant la folie qui est la folie américaine, en fait. Est-ce qu'il était communiste? Parce qu'il aurait pu finir interné aussi. Je ne sais pas du tout s'il était communiste. Il était d'origine quoi? Je sais plus, il devait être d'origine polonaise ou un truc comme ça. Je sais pas. C'est juste polonais, je crois qu'il était, mais je suis pas sûr. Mais je sais pas s'il était communiste. Dites-nous en commentaire si vous avez vu ce film. Effectivement, que j'avais pensé à Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et je savais pas effectivement s'il y avait un lien ou pas. Mais toi, tu dis que... Non, j'ai vérifié. a pas de lien. Milos Forman, il a jamais parlé, le réalisateur de Vol au-dessus d'un nid de coucou, on n'a jamais parlé. Et en plus, c'est tiré d'un autre livre. Ok, ben merci pour l'info. Et puis Greg, je te propose qu'on passe au film suivant. Ok. On continue avec le film Taxidermie, réalisé par György Pálffy et sorti en 2006. Le film nous conte l'histoire de 3 générations d'hommes d'une même famille, chacun obsédé par une quête différente. Le grand-père est un officier hongrois en proie à une misère sexuelle et à des fantasmes troublants. Le père devient un sportif de la bouffe, obnubilé par la performance et le succès. Le fils est un taxidermiste fasciné par l'immortalité et prêt à tout pour laisser une trace artistique. Donc Taxidermie est le deuxième film de György Pálffy qui auparavant avait sorti un film qui s'appelait Hic, qui était en fait une histoire policière avec en affiche une grosse tête de cochon, et vous verrez quand vous verrez Taxidermie qu'il aime beaucoup les cochons. C'est la remarque qu'on s'était fait avec Vianney. Taxidermie est un film assez violent. Pas violent obligatoirement avec du sang, tout ça, mais dans la sexualité, dans la chair, on va dire. Ça peut être choquant, donc en tout cas, c'est pas un film à regarder avec des enfants du tout. Et avec les gens très sensibles, peut-être éviter. Le film retrace donc 3 générations, et on est quand même sur des personnages qui sont pas des héros, on peut pas dire soit des héros, hein, des personnages assez crades. On est dans une ambiance souvent crade, alors que la réalisation, elle, ne l'est pas. Hein. On a vraiment des jolis moments de réalisation, des choses qui sont assez intéressantes et assez travaillées. Mais le fond du film est assez sale. Ça lie souvent la sexualité avec des choses qui sont assez crades. On est sur des choses... On est à 2 doigts de la zoophilie. C'est un peu déjà par rapport à ça que le film, qu'on met le film dans l'inclassable, parce que je pense que quand vous verrez Taxidermie, vous vous rendrez compte que vous avez eu aucun film qui ressemble à Taxidermie. Déjà par rapport à ce que tu dis, Greg, il faut préciser qu'on est sur, comme tu disais, sur 3 générations, donc 3 époques différentes, et surtout ce qui est important, c'est l'environnement, parce qu'on se trouve en Hongrie. Et la première génération se déroule, si je me trompe pas, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Et que voilà, on est sur une ambiance des pays de l'Est à l'époque communiste. Et donc sur les 3 générations, ça se ressent en termes de la couleur globale en fait du film. Surtout qu'on n'est pas sur un militaire à la Patton, quoi. On n'est pas sur le grand gradé machin. On est plus sur le militaire qui a les pieds dans la merde, quoi. Donc ça, c'est ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que effectivement le sujet, enfin les personnages qu'on suit, comme disait Greg, sont pas du tout des héros. L'ambiance, l'environnement est plutôt malsaine, ouais. On est vraiment sur une période, la période communiste, qui n'était pas la période la plus colorée, enfin, du moins ce qu'on nous donne comme image. Et pour avoir visité les pays de l'Est, je comprends tout à fait, en fait. On se sent vraiment, quand on va dans les pays de l'Est, on voit vraiment ce qu'ils ont vécu, et on le ressent vraiment bien dans le film Taxidermie. Et après, c'est ce qui est intéressant, et je vais peut-être te laisser la parole, Greg, c'est de détailler un petit peu les 3 générations, peut-être pour... on est sur une période Seconde Guerre mondiale, où là on est surtout sur un personnage qui est un peu les pieds dans la boue. On est dans une ambiance un peu crade. On sent que voilà, c'est en pleine guerre, et voilà, c'est pas très joli. Sur la deuxième, on est sur une période communiste qui met beaucoup les choses en avant, comme le corps et tout, sauf que là on est dans un excès, puisqu'on est sur quelqu'un qui fait des concours de bouffe, donc à en vomir, quoi. Et voilà, ça va un peu à l'encontre de ce que vendait le communisme à cette époque-là, qui sortait des belles affiches avec des beaux hommes musclés et tout, et qui avait cette espèce de culte sur le corps, qui là est retourné, voilà, dans une manière très, très presque morbide. Et sur la dernière génération, on est post-communiste, où on est plus sur de la solitude,
l'après-communisme, où là, il y a plus un vide qui se fait, et où on se retrouve avec quelqu'un donc, qui fait de la taxidermie, qui se retrouve un peu seul avec ses animaux morts, en fait. Et oui, effectivement, dans la dernière partie, qui je trouve est là, vraiment se termine en apothéose sans spoiler, on voit justement le fils qui s'occupe encore de son père. Et là, on se retrouve face à des scènes qui sont vraiment, vraiment difficilement soutenables. Non pas que ce soit mal fait, au contraire, et que ça retire la qualité du film, au contraire, ça ajoute vraiment, je trouve, à la qualité du film. Le film, en fait, est beaucoup sur la déchéance, je trouve, des personnages. Et du coup, on est toujours dans des choses, en fait, quand on prend un sujet, il est souvent sali, en fait, entre guillemets. Il y a de la sexualité dans la première partie, mais c'est une sexualité qui est crade, c'est de la perversion, voilà, de la grosse perversion. La version, enfin la partie communiste, elle est, voilà, comme je disais, on est sur quelqu'un qui fait des concours de nourriture à l'excès, donc c'est pareil, voilà, on est sur la nourriture, sur tout ça, mais on voit jusqu'au point de vomir, en fait, c'est quelque chose, voilà. Et c'est vrai que la dernière partie, du coup, on est plus sur une espèce de... Un bilan, peut-être. Ouais, un bilan, oui. On est aussi sur un bilan et on est aussi sur il y a quand même, il traite aussi le côté artistique, puisqu'en fait, c'est peut-être un peu aussi son côté artiste à lui, qui l'amène dedans. Et du coup, on arrive aussi sur quelque chose qui lie l'art, la chair, on a un peu un bilan, comme tu disais, de tout, et on arrive sur quelque chose de presque grotesque et sale encore, quelque chose de sale. Donc après, voilà, j'en parle de manière en disant beaucoup c'est sale, c'est crade et tout, mais le film est super intéressant, attention, hein. Mais c'est une manière, après, voilà, c'est pas quelque chose... Il n'y a pas une vision très positive qui est donnée dedans, les personnages sont pas très positifs non plus, et ça amène, voilà, au ressenti qu'on peut avoir sur la chair et sur ce genre de choses. Oui, effectivement, sur la deuxième partie, parce que en fait, le film est vraiment fait en 3 parties avec les 3 générations. Dans la deuxième partie, on est vraiment sur la quête de performance, avec quelque chose aujourd'hui qu'on retrouve notamment aux États-Unis, où il y a beaucoup de concours de meilleurs mangeurs d'œufs, et qu'on retrouve de plus en plus dans notre société, c'est-à-dire il faut s'empiffrer pour gagner quelque chose. Quelque chose qu'on voyait déjà dans le film Stand By Me, je sais pas si tu te souviens, qui était tiré de Stephen King, où en fait le gamin racontait des histoires qu'il inventait, et il fait une histoire d'une personne qui fait des concours de mangeurs de tarte, qui grossit, et finit par vomir sur tout le monde. Et du coup, ça m'a fait un peu penser à ce passage de Stand By Me, où il parle de l'excès, en fait. Vu que tu cites un film, moi je me permets d'en citer un. Le sens de la vie des Monty Python, avec le meilleur client d'un restaurant qui rentre. Ça, je vous invite à regarder également ce film. On le garde peut-être pour un film inclassable. Oui, je pense que ce serait pas mal, ouais. Et en effet, on retrouve un peu ce côté grotesque et ce côté excès, en fait, qu'il y a dans la deuxième partie. Mais du coup, c'est hyper intéressant de voir, en fait, 3 générations qui suivent et qui ont des problèmes différents, mais en fait, on sent qu'il y a une racine qui est mauvaise quand même, parce que le grand-père d'époque, voilà, Seconde Guerre mondiale, il est pas au top, hein. Et du coup, c'est intéressant de voir l'évolution des choses, le lien entre les personnages et une espèce de folie qui reste en fait dans cette famille. Du coup, c'est hyper intéressant et c'est surtout visuellement assez différent de ce que vous pouvez trouver. Et dans le ressenti que vous allez avoir, je pense que c'est pas quelque chose que vous avez souvent vu. À noter, oui, comme tu disais, la réalisation. Il y a certains plans que j'ai trouvé incroyables. Ah oui, oui. Notamment dans la première partie où je crois que c'est un livre, comme un livre qui s'ouvre avec... vous savez, les livres, quand on les ouvre, il y a du relief qui se fait. Il y a une transition entre le livre qui s'ouvre et la caméra qui descend pour en fait arriver sur un vrai décor. C'est scotchant. Et c'est un des moments, je pense, qui montre le plus le côté provocateur du réalisateur, parce qu'en fait, c'est certainement un des moments les plus beaux, visuellement, mais qui raconte quelque chose qui est pas beau du tout. Et du coup, il fait encore ce mélange. Il aime bien mélanger un peu ça. Et en effet, le moment est vraiment, la réalisation est vraiment top, quoi. À ce moment-là, c'est vraiment une super idée pour montrer quelque chose qui est pas du tout positif. Et il y a plusieurs moments. Il y a des moments, voilà, très glauques, mais qui sont très bien filmés. On n'est pas sur un gars qui arrive avec sa caméra, qui a fait n'importe quoi pour faire de la provoque et pour faire un truc crado, hein. On sent que c'est maîtrisé, il a des super bonnes idées. Les cadres sont bien, les couleurs sont travaillées, comme disait Vianney. Par exemple, sur la partie communiste, on sent que c'est quelque chose sur des couleurs qui sont assez fades. Voilà, donc c'est hyper travaillé. D'un point de vue réalisation, c'est vraiment intéressant. Et dans le fond, c'est très différent de ce qu'on peut voir. Et ça peut un peu retourner le bide pour les gens un peu plus sensibles. Et alors inclassable parce que on allie drame, comédie parfois, parce que
Si vous avez un peu d'humour noir en comédie, oui. Et puis, on est des fois aussi à la limite, des fois, du fantastique. Parce qu'il y a des petites choses qui se passent qui sont pas vraiment réalistes, mais qui amènent des touches un peu fantastiques. Qui viennent de l'imaginaire du personnage, notamment dans la première partie, et également de l'épouvante, de l'horreur, parce que effectivement il y a des scènes qui peuvent être un peu crues. La fin est un peu glauque et un peu crue, ouais. Notamment la dernière partie, mais je crois qu'il a été interdit moins de 16 ans, je crois. Si, je crois. Si, même 18 dans certains pays, je crois. Même 18 dans certains pays. En fait, je vais vous spoiler un truc, mais il y a quand même une scène de sexe non simulé, je crois, qu'on voit. Si tu t'en souviens pas, mais il y a un gros plan rapide, mais un gros plan, normalement, c'est du moins de 18. Hein. Bah, j'écoute, alors soit je suis très c'est habitué... C'est dans la première partie. C'est dans la première partie, c'est oui. Dans la première partie, quand il est allongé avec une dame. D'accord, ok, oui, je vois. Il y a un plan qui est un peu... Voilà. Donc ça pourrait être interdit moins de 18. Dans plusieurs pays, je pense que ça a dû être interdit moins de 18, au moins pour ce plan-là. D'où ma recommandation en début de pas regarder avec des enfants, surtout. Non, surtout pas. Surtout pas. Bah, dites-nous en commentaire si vous avez vu ce film-là, qui est un film hongrois. Donc ça peut permettre lors des dîners entre amis, en famille, de dire que vous avez vu un film hongrois. C'est histoire de se la péter un peu. Ouais, c'est bien, ouais. Par contre, il faudra apprendre le nom du réalisateur par cœur, parce que... Et d'ailleurs, oui, on n'a pas parlé du casting. On a un peu évité le casting, oui, mais tout à fait. Je mettrai une petite image avec le nom des acteurs parce que mon hongrois est un petit peu rouillé, donc je n'essayerai pas de prononcer le nom des acteurs. Mais ça ressemblerait à un truc du genre Mevatlavé Kraspek ou des choses comme ça. Donc, On passe au film suivant, Greg. Ok, on y va. Le prochain film est Meet the Feebles, réalisé par Peter Jackson et sorti en 1989. Dans les coulisses du Feebles Variety Hour, une troupe de marionnettes animales prépare un grand show télévisé. Mais derrière le rideau, la réalité est bien plus sombre. Tromperie, trahison, addiction, affaires de mœurs, trafic de drogue et violence règnent en maître. Heidi, la star hippopotame, découvre l'infidélité de son amant Bletch, le directeur Morse, tandis que le naïf Robert le hérisson tombe amoureux de Lucille la chienne. Donc, Meet the Feebles, c'est réalisé par Peter Jackson. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien Peter Jackson, ou les plus jeunes qui connaissent Peter Jackson que pour Le Seigneur des Anneaux, c'est bien le même Peter Jackson. Après, il faut savoir que Peter Jackson a presque eu 2 carrières. Au départ, Peter Jackson, qui est donc un réalisateur de la Nouvelle-Zélande, était plus connu comme quelqu'un qui faisait des films un peu crades, un peu gore. Avant Meet the Feebles, il avait fait le film Bad Taste, qui était un film à très très petit budget, qui était un film de potes, qui était un film d'horreur, qui racontait l'histoire d'extraterrestres qui venaient sur Terre pour tuer les humains et les ramener chez eux pour remplir leur fast-food. Donc c'était un peu il avait des histoires un peu décalées, quoi, et assez drôles en général. Et Peter Jackson, voilà, a fait plusieurs films. Après Meet the Feebles, il a fait Branded, et il était toujours dans une mouvance un peu crado, un peu bricolé aussi, parce qu'il n'avait pas des gros budgets. Et en fait, après Branded, il a fait Créature Céleste, qui est un film plus classique, très bon film d'ailleurs, avec Kate Winslet. Et là, il a réussi dans quelque chose de plus classique, de moins hard, en fait. Donc, Meet the Feebles, c'est toujours sur sa période crado, sa période d'un peu bricolage. Le budget du film a été en dessous de 500 000 euros, ou dollars, je sais plus. Il faut savoir que globalement, les costumes, puisque c'est que des marionnettes, ont été faits de manière artisanale. Il y avait beaucoup de ses amis qui travaillaient sur le tournage, qui n'étaient pas obligatoirement des gens qui travaillaient dans le cinéma. Donc voilà, c'est aussi un des intérêts du film, et qui en fait aussi quelque chose d'un peu inclassable, c'est que c'est aussi un film de débrouille. Après, c'est un film qui prend un peu le Muppet Show et qui le défonce. Voilà, c'est le Muppet Show, mais avec de la pisse et du vomi, en gros. Et du coup, c'est un peu crade. Là, pour le coup, ça suit bien le film dont on a parlé juste avant, Taxidermia. C'est-à-dire qu'on est quelque chose d'assez crade. Des personnages très sombres, on a du drogué, on a une actrice porno, mais tout ça fait par des marionnettes. Et donc, c'est un des points principaux qui font que c'est inclassable. Oui, c'est une version du Muppet Show un peu même beaucoup trash. Et tu parlais de marionnettes, mais il y a aussi, je trouve, il sort un peu du cadre des films de marionnettes où, effectivement, dans certains cas, parce qu'il y a des plans qui sont tournés à l'extérieur, il y a des personnes qui sont dans des costumes avec donc la tête de marionnette. Donc, je trouve que ça sort un peu du truc, ça rend le truc encore plus décalé. Et drôle. Oui, une scène où ils font du golf, notamment, qui m'a amusé. Il y a une scène d'un personnage féminin qui court dans la rue, et j'avoue que quand vous voyez le film et que vous vous imaginez la scène, vous dites qu'il y a quand même quelqu'un qui a un costume énorme d'animal et qui est en train de courir, faire son jogging dans la rue, ça devait être assez folklore. Alors c'est vulgaire. La majorité des thèmes abordés dans le film sont des thèmes qui sont pas du tout pour les enfants, parce qu'on parle, donc on a dit, c'est pas bon pour le référencement YouTube, ça.
Je vais être obligé de... je vais devoir biper des trucs, hein, mais bon, vous comprendrez. Vas-y, maintenant tu peux biper. Vas-y. De drogue. Il y a La maladie sexuellement transmissible. de la maladie de l'IST, donc l'infection sexuellement transmissible. Il y a du langage cru, etc., etc. Donc avec bien sûr La guerre aussi. Oui. Il y a un traumatisé de guerre. Il y a un traumatisé de guerre. Il y a beaucoup de liquide corporel qu'on voit très régulièrement suinter de certains personnages. Et de partout sur les personnages. Et de partout. Donc voilà. Et effectivement, la référence au Muppet Show, elle est plutôt évidente. La référence, l'hommage ou le contre-hommage. Ouais, surtout que le lien qu'on peut faire avec le Muppet Show, c'est que le Muppet Show, il y a surtout Kermit qui est un personnage qui est à peu près lambda, à peu près gentil, correct. Et après, autour, ils ont tous un peu leur petit grain de folie, que ça soit Peggy la cochonne, que ça soit tout ça. Et là, en fait, on a le personnage principal qui est un hérisson, et qui, lui, est aussi un personnage plutôt gentil, plutôt tranquille, et autour des personnages qui ont un grain, mais là, pour le coup, c'est x100 par rapport au Muppet Show. Donc c'est vrai qu'on est très proche. C'est sûr qu'il a pensé au Muppet Show. Est-ce que peut-être... Alors je sais pas, j'ai pas lu spécialement d'interview à l'époque là-dessus, mais peut-être que ça lui a fait plaisir de salir ça aussi. Surtout que le Muppet Show visait principalement les enfants au départ, même si on peut regarder aussi en tant qu'adulte. Hein. Et donc je pense que ça lui faisait plaisir. C'était peut-être aussi une facilité parce que, sachant qu'il avait peu de moyens, peu d'acteurs, voilà, on peut mettre n'importe qui déjà sous les costumes. Si t'as pas un acteur un jour, tu peux mettre quelqu'un d'autre le jour. Donc il y a aussi, ça aide aussi pour la débrouille. Et en plus, il avait déjà travaillé sur Bad Taste avec des costumes. Il a gardé pas mal de choses et pas mal de gens qui ont travaillé dessus pour faire Meet the Feebles. Donc voilà, je pense que ça lui faisait plaisir de salir un peu le Muppet Show. Et en même temps, il y a aussi une facilité. Et d'ailleurs, il y a des trucs assez marrants. Je sais pas si tu l'as revu là ou pas. Oui. Il y a une scène en fait où on voit, il y a le public qui regarde le spectacle, et si tu regardes bien dans le public, il y a beaucoup de mannequins en fait. Il s'est pas fait chier. J'ai pas fait attention. Des gens déguisés, il y a des mannequins simplement. Donc ils se débrouillent avec ça. Au bout du compte, la débrouille, ça a servi, hein, parce qu'il a quand même fait le Seigneur des Anneaux après. Donc, et où il y a eu un peu de débrouille. En tout cas, il s'est pas limité sur le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que dans le Seigneur des Anneaux, quand il fallait faire des hobbits, il s'est pas dit je vais prendre des gens de petite taille ou alors je les filmerai et puis les gens voilà, je me débrouillerai. Il s'est dit on va se démerder pour faire des plans, des gens plus à l'arrière, des gens plus devant. Bref, voilà. Peter Jackson a toujours été hyper inventif. Là, on voit qu'il est hyper inventif avec très 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 peu d'argent. Et donc, il y a ce côté crade qui fait que c'est voulu. Il y a une partie, à mon avis, qui n'est pas voulue, mais qui est juste une question de moyens. L'image est crade, mais je pense pas que ce soit obligatoirement voulu. C'est aussi parce qu'il n'avait pas beaucoup de matos. Il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Mais l'ensemble fait un truc très, très sale, en fait. Et puis, il y a des petites crottes de nez qui sont envoyées, notamment sur le... Il y a un personnage qui est un journaliste et qui est en fait une mouche à merde. Donc je pense qu'il y a aussi des petits messages qui sont passés, même si je pense qu'il était pas non plus, il fréquentait pas non plus beaucoup de journalistes, mais il venait de sortir un film, donc peut-être qu'il voulait envoyer un message aussi. Bah, il a dû, je pense qu'à l'époque, déjà, les seuls journalistes qui ont dû parler de lui sur Bad Taste, ça devait être les pros films d'horreur qui ont dû dire des choses bien, mais je pense que les autres ont dû vraiment bien cracher sur lui, comme c'était un film qui était fait avec des bouts de ficelle, quoi, et qui avait un scénario un peu à la con. Donc oui, peut-être qu'il y avait une petite vengeance contre les journalistes. Une petite vengeance contre les journalistes. Il reprend des thèmes aussi. Ça se fout un peu aussi de certains films, hein, parce que le personnage traumatisé de guerre ressemble à une caricature de film américain. Non, il y a une référence qui est... Oui. J'ai le titre anglais, The Deer Hunter. Voyage au bout de l'enfer. Qui là, pour le coup, est une référence où je pense pas qu'il se moque. Il fait une référence. Ouais. Mais le personnage en lui-même, le mec traumatisé tout le temps par la guerre, c'est un truc qu'on voyait beaucoup aussi à l'époque dans beaucoup de films américains. Pas toujours les meilleurs. Des fois des bons comme Voyage au bout de l'enfer. Enfin, des chefs-d'œuvre comme Voyage au bout de l'enfer. Et des fois sur des trucs moins intéressants. Comme on avait dans Une nuit en enfer, on a un personnage qui raconte l'époque où il était au Vietnam, qui s'est retrouvé coincé, machin, qui était déjà une caricature. Donc Peter Jackson fait un peu pareil, il caricature un peu ce truc-là. Le coup du flashback sur le Vietnam, quoi. C'est ça, exactement. Donc il rigole un peu avec ça. Il crache beaucoup sur le milieu du showbiz, du coup, avec l'agent qui se tape ses actrices, qui fait le salaud, qui récupère l'argent et qui se fout de tout le monde. plein de choses comme ça, en fait. En gros, c'est tous des drogués, des dégénérés. C'est ça, voilà, c'est ça. Les actrices qui font des films un peu des films porno un peu en douce, un peu crado. Des films de niche. Des films de niche, ouais. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est une grosse critique du showbiz, un peu ce qui tourne autour du showbiz. Il rigole un peu avec les thèmes sur le cinéma, comme la guerre du Vietnam, comme le Muppet, comme tout ça. Et il se fait plaisir dans une grosse folie. Et il va, comme dans son film Branded, pour ceux qui ont vu Branded,
et ceux qui l'ont pas vu, regardez Branded parce que ça vaut le coup. Il finit sur une espèce d'apothéose, comme dans Branded. Et voilà, on sait qu'il s'est fait plaisir avec ses potes et qu'il a fait un truc de dingue. Oui, alors le fait que ce soit inclassable, déjà marionnette, plus sujet, plus comédie noire. Donc c'est aussi un peu un film musical parce qu'on suit une troupe. Voilà, certains passages musicaux, c'est pas excessif parce que moi je suis pas non plus un grand fan des comédies musicales, mais ça fait partie en fait du film. Comme dans les Muppets, pour le coup, on raccroche les Muppets. Souvent dans les films des Muppets, il y a des parties qui chantent. Donc voilà, tout ça fait que c'est un film inclassable. Également le fait que voilà qu'il y ait eu peu de budget et qu'on soit totalement sur la créativité de Peter Jackson. Et du coup, vrai intérêt pour ceux qui connaissent Peter Jackson que à partir du Seigneur des Anneaux, qui se disent Peter Jackson c'est le Seigneur des Anneaux, c'est Mortal Engine ou tout ça, enfin voilà. Revenez au début, parce que pour le coup, nous à l'époque, on regardait Peter Jackson avant le Seigneur des Anneaux, on aimait Peter Jackson le Seigneur des Anneaux, mais c'est pas le même. C'est différent, mais on sent déjà qu'il est, voilà, comme je disais tout à l'heure, on sent qu'il aime bien bidouiller, on sent qu'il met pas trop, il se ferme pas sur son imagination, parce qu'il est scénariste d'ailleurs sur Meet the Feebles. Et du coup, c'est intéressant de voir d'où il est parti et de se dire que ce gars-là qui a fait Meet the Feebles a fait Le Seigneur des Anneaux. C'était 3 films inclassables que nous vous invitons fortement à regarder. Si vous les avez déjà vus, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Dites-nous également en commentaire vos films inclassables dont on n'aurait pas encore parlé, histoire de nous inspirer, et puis éventuellement, si on ne les connaît pas, on les regarde. Et puis Greg, je te laisse le mot de la fin. Abonnez-vous, ça nous aide et ça nous pousse un peu à continuer à faire ces vidéos-là. Likez la vidéo, proposez-la à vos amis ou même à vos ennemis, tant qu'il y a de la vue, on est content. Et puis laissez des commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et on vous dit à bientôt. Salut Vianney. Salut. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.